Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cet événement. C'est le tout premier Bubble Coach. C'est Bubble Mag qui organise ça dans un magasin Edikids et nous avons la volonté d'inviter des spécialistes de la petite enfance pour accompagner les parents et puis redonner du pouvoir aux parents parce qu'on sait que sur certains sujets qui sont assez récurrents, les parents sont un peu démunis, le sommeil notamment. Et c'est pourquoi on a demandé à Julie Renaud, spécialiste de la question, de nous rejoindre aujourd'hui. Merci Julie. Merci de votre invitation. Julie, vous êtes l'auteur de Mon enfant ne veut pas dormir aux éditions Erol. Un livre qui fait le point et qui donne des outils très concrets aux parents sur cette question du sommeil. Et vous le dites dès l'intro de votre livre que dès qu'on annonce une grossesse, le premier conseil qu'on entend, vous l'avez peut-être remarqué mesdames, c'est « Oh là là, mais dormez, dormez, dormez ». Faites le plein de sommeil parce que plus jamais vous ne dormirez comme avant une fois que votre enfant sera né. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on vous a dit quand vous étiez enceinte? Donc ça a l'air d'être les problèmes de sommeil, le sujet le mieux partagé au monde. Ouais, parce que le sommeil c'est tout simplement le nerf de la guerre. Sans sommeil, on n'arrive à rien, on est épuisé, donc la journée forcément va mal se passer si on a très mal dormi, ou en tout cas ça sera plus difficile pour nous de l'affronter. Donc effectivement on donne ce conseil aux parents qui n'est pas un vrai conseil parce qu'en fait on sait très bien que surtout sur les dernières semaines de grossesse on dort pas bien. Ouais. Donc ça peut être même un stress en plus que de dire aux parents dormez, dormez alors qu'eux n'arrivent pas à dormir, donc ça peut même créer une pression supplémentaire en se disant oh, mon Dieu il faut que je dorme parce qu'il n'est pas encore là et je suis déjà en déficit de sommeil. Bon, évidemment, prenez des forces, mais après, on ne sait pas ce qui va arriver. Laissons-nous porter, on verra bien. Je parle en connaissance de cause, on a presque l'impression qu'en fin de grossesse, le corps est en train de nous habituer, de nous préparer, préparer à ce manque de sommeil. De toute façon, on va être complètement bouleversé, notre métabolisme va être bouleversé, on va prendre d'autres habitudes et puis le corps va s'adapter et notre psychisme va s'adapter. Alors, qu'est-ce que c'est les problèmes de sommeil? Quand on parle de problèmes de sommeil, vous recevez des parents, Julie est coach, spécialiste du sommeil. Quels sont les genres de problèmes pour lesquels on vient vous voir quand on parle du sommeil? Alors, à chaque âge, c'est problème, je dirais. Pour la toute petite enfance, les nourrissons, ça va être les problèmes de réveil récurrent la nuit. Il y a la fameuse expression « faire ses nuits », à quel moment il va faire ses nuits. Je trouve que déjà le verbe « faire ses nuits » est déjà très injonctif, quoi. Il faut qu'on fasse la nuit, mais on ne fait pas, on dort. On va laisser déjà le temps aux nourrissons de faire connaissance avec le monde. Il était in utero, bien tranquille, au chaud, très très protégé. Et là, tout d'un coup, paf. Alors évidemment, les parents sont pressés parce qu'une nuit, 2 nuits, 10 nuits, 20 nuits, où hachées, où on dort 2, 3 heures, grappillés ça et là, on a très très hâte et on est très impatient. Et du coup, les parents vont avoir envie de se ruer sur des outils, sur des conseils, pour que cet enfant fasse ses nuits. Donc ça va être assez injonctif. Ça, ce sont les problèmes pour la petite enfance de réveil récurrent. Puis ensuite, on va avoir des enfants qui ont du mal à s'endormir le soir, qui vont mettre 1 heure, 2 heures à s'endormir. Des enfants qui vont plus tard se réveiller la nuit. Parfois ceux qui cumulent, qui ont du mal à s'endormir et qui se réveillent la nuit. Et puis il va y avoir aussi des enfants qui se lèvent très tôt. Ça peut arriver entre 4 et 5 heures du matin, c'est tôt, les parents n'étaient pas forcément habitués à ça. Et puis plus tard, il va y avoir l'arrivée des cauchemars, les anxiétés autour de la nuit. Donc à chaque âge, en fait, on va avoir son lot de surprises. Donc j'imagine que chaque problème se prend de façon individuelle, qu'on doit observer l'enfant, observer la famille. Il n'y a pas une solution. C'est un peu dommage parce que là on aurait vite réglé la question s'il y avait une solution qui marchait à tous les coups. Tout le monde dormirait, mais c'est comme pour l'éducation en fait. Il n'y a pas une solution pour un enfant. Chaque enfant a une personnalité différente. On a tous des rythmes différents. Il y a des lève tôt, il y a des lève tard, il y a des gens qui ont besoin de peu de sommeil, d'autres beaucoup. Donc on va avoir des repères, on peut regarder dans les livres pour avoir une idée un peu générale, mais après évidemment on va devoir s'adapter à cet enfant-là qui est avec nous, l'observer, observer les moments où il commence à être un peu plus fatigué et saisir cette occasion-là pour le coucher, mais à son rythme. Or parfois son rythme n'est pas adapté au nôtre en tant que parent, on rentre du travail, on n'en a pas beaucoup profité, donc on aura envie de passer du temps avec lui. C'est peut-être le moment où lui est fatigué, donc il y a aussi ça qui est pas facile à gérer en fait, entre son rythme à soi d'adulte, de parent, de travailleur, et puis le rythme de l'enfant qui lui a vécu toute sa journée, et il y a un moment il a besoin d'être couché. C'est l'apprentissage de la vie en famille, ça? C'est l'apprentissage de la vie en famille, de réguler, de s'adapter, d'observer et puis d'apporter les outils, les solutions en fonction de chaque être humain qui compose la famille.
Alors on a dit observer l'enfant. Est-ce que la première chose à faire, c'est pas d'exclure le fait qu'il y ait peut-être un problème pathologique, une douleur chez les tout petits notamment, je pense à ce problème de régurgitation, voilà. Comment on commence par prendre le problème du sommeil? Exactement, on commence par enlever tous les problèmes pathologiques. Donc on fait une visite avec le pédiatre, on voit s'il y a un problème de reflux, s'il y a d'autres problèmes qui pourraient le gêner. On sait qu'ils ont très souvent des maux de ventre. Donc on éloigne toutes les pathologies, puis une fois qu'on les a éloignées, si l'enfant continue à pas dormir, on peut aussi essayer d'aller voir un ostéopathe par exemple, qui va pouvoir aussi lui réguler le corps de l'enfant qui après l'accouchement a été bien secoué, donc il va pouvoir aider l'enfant aussi à se calmer et à dénouer toutes les tensions qui pourraient encore exister dans son corps. Et puis il y a un travail aussi à faire sur les parents, sur la maman qui vient d'accoucher. Donc cette visite chez l'ostéopathe, elle est aussi utile pour elle, pour qu'elle retrouve aussi ses nuits sereines et qu'elle arrive aussi à bien dormir quand l'enfant dormira. Alors ça c'est pour le tout petit. Quand un problème de sommeil survient un peu plus tard aussi, on peut aller regarder du côté de la santé générale de l'enfant? On peut regarder évidemment pour être sûr qu'il n'y ait vraiment pas un problème pathologique. Et puis après, on va aller explorer tout ce qui a pu déclencher ce moment où, alors qu'il dormait bien, il s'est arrêté de bien dormir. Donc est-ce qu'il y a eu un événement anxieux? Est-ce qu'il y a eu un drame dans la famille? Est-ce que c'est plutôt lié au contexte, le contexte sanitaire, le contexte des attentats? Enfin, il peut y avoir des tas d'éléments qui vont venir perturber ce sommeil. Parfois, on ne les entend pas, on a l'impression que ça n'a pas de prise sur eux, ou peut-être qu'on a l'impression qu'on les a maintenus éloignés de nos soucis professionnels, je sais pas, on a perdu son boulot, on a perdu un être cher et on se dit bon, on lui en a pas parlé donc ça devrait pas l'atteindre, mais en fait on lui a pas parlé, on lui en a pas parlé mais il a tout senti. Et puis si en plus on lui en a pas parlé, bah du coup il s'est imaginé des choses en percevant des choses et donc il vaut mieux en parler avec lui et aller explorer un peu ce qui a pu se passer et quelle est la perception que lui en a de ce qui a pu se passer dans le contexte soit extérieur, soit personnel. Alors, pour rassurer les parents, pour spoiler un petit peu, et les jeunes parents notamment, ben on peut dire que ces problèmes-là, comme tous les autres finalement, à un moment ça passe. Oui, il y a un moment, passe. Et tout passe, et à un moment on va dormir à nouveau, dormir bien. Ça peut prendre du temps. Est-ce qu'il faut faire quelque chose ou est-ce que dès lors qu'on se dit, ben, ça va passer, comme la crise des 2 ans, comme la crise d'ado plus tard, ça va passer et les choses vont se pacifier. Alors du coup, est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on attend que ça passe? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que j'ai 2 réponses en fait. C'est-à-dire que parfois, plus on fait et plus le problème s'accentue. Et donc on voit qu'on se rend compte que si on lâche un peu et si on arrête d'être vraiment dans l'injonction de dors, va te coucher maintenant, etc. Quand on lâche un peu et qu'on dit ok, ne dors pas, vas-y, ne dors pas, on l'autorise à ne pas dormir. En revanche, on met un cadre, on lui dit tu joues dans ta chambre calmement, mais tu n'es pas obligé de dormir. Tout d'un coup, la pression va se relâcher, lui il va reprendre un peu de pouvoir et il va se dire ah ok, je suis plus obligé de dormir. Donc il va jouer, rester calme dans son lit, à condition qu'il ne se lève pas, qu'il ne se relève pas, qu'il ne se balade pas dans la maison. Mais ça va permettre de relâcher la pression et l'injonction sur lui et peut-être parfois de diluer les choses. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, en fait, c'est quand est-ce qu'il faut agir. Je dirais que c'est aussi aux parents de s'écouter. Quand le parent est à bout, quand le parent est épuisé, quand il en peut plus et que du coup ça déteint sur la journée, sur son lien avec son enfant, parce qu'il n'arrive plus à passer des moments sympas, parce qu'il est tout le temps dans la tension due à ce manque de sommeil, alors là, on peut aller consulter, on peut se faire aider parce que c'est plus le parent là qui a besoin de souffler parce que l'enfant, on ne sait pas trop comment ça va se régler, quand ça va se régler et donc il faut que le parent se ressource parce que peut-être que ça va durer 3 jours, mais peut-être que ça va durer 3 semaines et peut-être que ça va durer 3 mois, on ne sait pas. Il faut que le parent, lui, soit armé pour ça et pour accompagner ces nuits. On sait que ça va passer, mais ça ne suffit pas de le savoir. Quand on dit bon bah ça va passer, ok, mais moi en attendant, je suis crevée, je suis énervée, je suis contrariée, j'ai besoin d'aide. Donc allons chercher de l'aide parce qu'on ne sait pas quand ça va passer. Même si ça passe. Et honnêtement, la fatigue, c'est sans doute la chose la plus dure à vivre. Parce qu'en fait, on a du mal à reprendre les... Vous êtes d'accord avec moi dans le public? Je vois que les têtes hochent. Mais effectivement, une journée sans sommeil et l'appréhension
du coucher et de se dire « Ah, j'y retourne, Ouais. j'y retourne ». Comment on sort de ce cercle vicieux et de ce calvaire? On demande de l'aide, mais concrètement, Ouais, à ouais. qui? Comment? La personne la plus efficace et la mieux à même de vous aider, c'est vous-même. Donc, c'est de pouvoir s'autoriser à s'écouter, de pouvoir s'autoriser à prendre un pas de recul, de faire un temps de pause, de le confier à un grand-parent ou à une voisine ou à une marraine pour se dire « Ok, là, j'ai besoin d'un quart d'heure, j'ai besoin d'une demi-journée, j'ai besoin d'un week-end » pour me ressourcer, pour dormir, et sans culpabilité, parce que votre enfant, lui, ce dont il a besoin, c'est de parents qui soient en forme. Donc ce n'est pas le quantitatif, que vous soyez là tous les soirs, et H24, c'est plutôt que vous puissiez apporter ce dont il a besoin, c'est-à-dire de l'affection, de la tendresse, de la sécurité. Et donc si vous êtes à bout, si vous êtes crevé, si vous vous tenez sur les nerfs, il vaut mieux confier l'enfant pendant quelques temps, il souffrira moins de la séparation que de vous voir tout gérer, mais sans prendre plus aucun plaisir, quoi. Il a besoin que vous sentiez aussi, il a besoin de sentir votre plaisir que vous avez d'être avec lui. C'est cette métaphore du masque qui tombe dans l'avion, c'est ça, hein? C'est ça, donc le masque à oxygène dans l'avion, on vous dit bien, il faut d'abord le mettre aux parents avant de le mettre aux enfants, parce que si le parent tombe dans les pommes, il sera plus à même de s'occuper de ses enfants. Donc quand vous voyez que vous craquez, quand les parents voient qu'ils sont à bout, c'est à ce moment-là qu'il faut demander de l'aide, qu'il faut s'accorder un temps de pause. Si on n'a pas d'aide, si on n'a personne à qui confier son enfant, on peut aller prendre une douche, on peut aller boire un coup, on peut essayer de laisser son enfant dans un endroit sécurisé ou lui proposer un petit jeu pour soit souffler même 10 minutes. Parfois, moi, ça m'est arrivé de m'enfermer dans la salle de bain, de prendre une douche, les enfants tambourinaient à la porte, mais c'est pas grave, j'ai pris ces 10 minutes-là pour faire redescendre la tension. Et quand j'ai ouvert la porte, j'étais à même de pouvoir m'en occuper à nouveau. Et même si eux étaient encore dans la tension, plus moi je vais être sereine et plus je vais pouvoir les accompagner dans la sérénité. Parce que si je suis très énervée, ils vont sentir cet énervement. Si je crie, si le ton monte, si je lui dis couche-toi maintenant, ça suffit, couche-toi. Et plus lui, il va sentir cette tension, l'absorber et vous la rendre, quoi. Donc c'est un cercle très vicieux. Alors, loin de moi l'idée de culpabiliser les parents, hein, bien au contraire, puisqu'on est en train de dire justement qu'il faut déculpabiliser, oser demander de l'aide. Malgré tout, j'ai envie de savoir quelle est la part de responsabilité du parent dans les problèmes de sommeil de l'enfant. Je le dis de façon assez détendue, parce que j'ai moi-même eu pas mal de problèmes sur le sommeil avec mes enfants, et je pense qu'effectivement, il y a une part d'apprentissage, de savoir comment gérer ces problèmes-là. J'ai mis un petit moment, je parle de moi, mais j'ai mis un petit moment à comprendre comment fonctionnaient mes enfants. Bien sûr. J'ai 3 enfants. L'un n'a pas besoin d'autant de sommeil que l'autre. Une est plus anxieuse que l'autre. Et finalement, il y a une part d'apprentissage. Est-ce que c'est quelque chose que vous repérez parmi les gens qui viennent vous voir, à savoir, est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions sur votre propre responsabilité dans le processus de l'endormissement et des problèmes qui se posent à ce moment-là? Alors, plus que de responsabilité, je parlerais de solutions, en fait. Les parents ont des solutions, mais parfois, elles ne leur sont pas accessibles, ils ne les voient pas. D'où le travail qu'on fait, nous, en tant qu'accompagnants, c'est-à-dire que les solutions sont là, et donc il va falloir juste vous aider à les trouver, parce que les solutions sont en vous. Donc, vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes porteur de solutions. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous allez pouvoir mettre des tas de choses en place qui vont désamorcer ces problèmes-là. Donc, s'il y a une responsabilité, elle peut être génétique, c'est-à-dire que si vous êtes un petit dormeur, vous en tant que maman, que le papa est un petit dormeur, il est fort probable que les enfants soient des petits dormeurs. Donc, il y a une histoire qui se répète quelque part. Et donc, c'est aussi de ne pas essayer de caler un horaire bien précis, parce qu'on a lu dans les bouquins qu'il fallait que l'enfant dorme 12 heures et donc il faut que je le couche à 20 heures parce que c'est écrit dans les livres. Mais si vous, votre enfant ne se couche pas avant 21 heures, 21h30, 22 heures et que le lendemain, vous voyez, évidemment, le réveil n'est pas forcément facile, mais qu'il joue et que pendant la journée, ça se passe bien, les apprentissages à l'école se passent bien, c'est peut-être que c'est juste son rythme. Et donc, c'est cette histoire aussi de se dire, bon, peut-être que c'est juste un petit dormeur. Et si moi-même, je suis petite dormeuse, voilà, les chiens font pas des chats. Donc, il y a une histoire de génétique, c'est certain. Ensuite, il y a aussi l'histoire que vous racontez autour du sommeil. Si pour vous, la nuit, c'est quelque chose d'agréable, qu'il n'y a pas d'anxiété, qu'il n'y a pas d'insomnie, etc., vous allez
forcément irradier ça et semer ça autour de vos enfants. Si pour vous c'est compliqué, si vous vous levez beaucoup la nuit, si votre enfant vous voit prendre des médicaments parfois ou être assez tendu, ça va être compliqué pour lui expliquer non mais tu sais la nuit c'est cool, il n'y a aucun problème. Donc c'est juste d'accepter ça en se disant bah oui c'est vrai, pour moi la nuit parfois, moi aussi parfois j'ai des cauchemars, parfois je me lève etc. Et voilà d'ailleurs les petits rituels que j'ai pour essayer de me rendormir. Mais plus on va se dire ça marche aussi avec vous. Il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme, et moins ça marche. Donc pour l'enfant, ça va être exactement la même chose. Plus on va lui demander de dormir, le forcer à dormir, et moins ça va marcher. Il y a le témoignage d'un papa dans votre livre qui dit « Moi, j'ai jamais eu de problème, mais parce qu'en fait, c'était pas un problème pour nous. Oui. Parce que, et est-ce que c'est ça la solution? Ça veut dire ne pas en faire un problème. Oui, mais c'est facile à dire encore une fois, parce que quand on dort pas, c'est forcément un problème. De ne pas dormir est un problème. On est fatigué, on vit sur les nerfs, on n'arrive pas on a le cerveau embrumé, donc c'est forcément le manque de sommeil est un problème en soi. Maintenant, c'est comment on fait pour s'occuper de soi. Parce que finalement, c'est le parent qui ne dort pas qui a un problème, c'est pas l'enfant. Lui, l'enfant, il vit sa vie. Si c'est réveillé 5 fois dans la nuit, ça va peut-être pas forcément lui poser de problème, surtout quand il est tout petit. Donc si lui, on voit que tout va bien, qu'il arrive à manger, à jouer, à rire et à mener sa vie, ça va être vraiment aux parents de s'occuper de soi. Alors, on a commencé facile, Julie. Je vous propose de passer un cran. Quand on a plusieurs enfants qui ont chacun leur problème de sommeil, d'endormissement, de réveil nocturne, de cauchemar, il y a plein de problèmes liés au sommeil. Quand on a plusieurs enfants, comment on gère ça? C'est difficile. C'est difficile et il faut l'avouer. Effectivement, quand on a plusieurs enfants, parfois, on a la chance que quand il y en ait un qui a des problèmes de sommeil, l'autre dort plutôt bien, puis après il prend le relais en fait. Et c'est pour tous les types de problèmes liés à la psychologie de l'enfant. C'est très souvent quand il y en a un qui va bien et qu'on s'occupe de l'autre, une fois que l'autre va bien, hop, c'est le premier dont on ne s'est pas occupé qui commence à monter. Bon, et ça c'est la vie de parent en fait. La vie de parent c'est un long chemin, semé d'embûches, c'est fatigant, c'est dur. C'est difficile, donc on a besoin d'être entouré, on a besoin d'outils, on a besoin de clés. Et donc évidemment, quand le problème est démultiplié sur un enfant, 2 enfants, 3 enfants, c'est encore plus difficile. D'où l'importance d'être 2, c'est-à-dire que si on arrive à avoir un coparent qui prend le relais, vraiment va pouvoir se dire peut-être que moi je dors, je fais une nuit complète tous les jours pairs, toi tu prends les jours impairs, ou je fais la semaine, tu fais le week-end, essayer de se coordonner. Et puis d'où l'importance aussi de pouvoir être entouré des grands-parents, je le répète, ou d'une voisine, ou d'une marraine, ou de personnes qui peuvent prendre le relais. Et puis pour les gens qui ne peuvent pas avoir de relais, pour les parents solos notamment, c'est à eux que je pense, là ça va être encore plus important pour eux de pouvoir se ressourcer, même seuls, de pouvoir anticiper un peu le retour à la maison, de pouvoir aller faire un jogging quand ils sont à l'école, faire une séance de méditation, s'offrir de temps en temps un week-end en le confiant, parce que ces parents-là sont les seuls à tout porter, et donc ils ont encore plus besoin de ressources, de respirer, de prendre un peu de recul. Donc dès qu'ils vont pouvoir, en fait, quand l'enfant va être occupé ou confié à quelqu'un ou à l'école, c'est de se dire bon, il y a ma journée de travail, mais il faut que je m'accorde une bulle à moi, rien qu'à moi, pour pouvoir après assumer toutes les soirées qui seront seules avec mon enfant. Je trouve ça très intéressant, cette manière de dire que oui, c'est dur d'être parent. En fait, comme on l'a dit au début, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent livré avec le bébé à la maternité. Et on n'entend pas non plus que c'est dur, mais que c'est dur pour tout le monde, que les choses passent et qu'on peut se faire aider. Et je trouve ça déculpabilisant pour tout un chacun d'entendre que oui, c'est dur et c'est dur pour tout le monde. Et voilà, et qu'il faut en parler. Et pourquoi on en parle ? Qu'il existe des outils aussi. Bien sûr, et pourquoi on n'en parle pas, c'est qu'on se dit que en fait, tout le monde est capable d'être parent et que tout le monde y est arrivé. Enfin, ma mère y est arrivée avant moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, donc... Voilà, pourquoi moi, je devrais dire tout d'un coup c'est dur, alors que tout le monde a l'air d'assumer en serrant les dents et en montrant de jolies photos de leur famille parfaite. Donc c'est très difficile de l'avouer et de se dire pour moi c'est dur et d'imaginer que c'est dur aussi pour toutes les autres familles, que c'est pas pour ça qu'on les aime pas, c'est pas pour ça qu'on les a pas voulu, c'est pas pour ça qu'on ne les assume pas, non, on est très heureux d'être une famille, mais on sait que ça va être comme ça, on sait qu'il va y avoir des moments plus difficiles que d'autres, que ça demande énormément d'énergie et que cette énergie,
elle est pas tout le temps accessible et que c'est comme une carafe d'eau qu'on vide. Toute la carafe d'eau, on distribue de l'eau toute la journée aux uns et aux autres. À la fin de la journée, elle est sèche la carafe. Et donc comment on la remplit? C'est vraiment de pouvoir se poser en se disant moi je la remplis en faisant du yoga, en allant dîner avec une copine, en allant faire du jogging. J'ai mes ressources pour pouvoir laisser ma carafe remplie et pas la laisser s'assécher chaque soir. On n'hésite pas à demander de l'aide. Je trouve que le dire et déculpabiliser et dire qu'un peu plus de solidarité entre parents, ça ferait pas de mal. Et voilà, on peut créer une communauté de parents. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire ici avec Bubble et chez Heidi Kids.